On le saura comment quand on est en live? Il y a un petit bouton. Dans quelques minutes, on est déjà en direct. Alors, merci Anan de nous accorder cette interview. Merci aussi à tous qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous recevons cet après-midi Anan Karmoun, qui est conférencière, consultante en management et performance. Elle est la fondatrice du cercle Phénoménal. Donc, elle va nous présenter, elle va nous parler de ce cercle tout à l'heure. Mais bien avant, Karmoun, quel est le mot qui vous caractérise, Karmoun? Alors, déjà, merci Belle pour votre invitation. Je suis vraiment touchée parce que votre initiative, effectivement, elle est super parce qu'elle donne la parole à de nombreuses femmes. Et d'ailleurs, moi-même, je viens souvent dans votre rédaction pour écouter et aussi m'inspirer de ce que disent les autres femmes. Alors, ce qui me caractérise, un mot qui me caractérise, alors c'est difficile, c'est une question difficile que vous posez parce que de se retrouver dans un seul mot, c'est pas évident, mais je dirais que quelque chose qui me suit depuis toute jeune et que les autres, également mon entourage, me reconnaissent, je dirais c'est ma détermination. La détermination, pourquoi la détermination? Eh bien, en fait, parce que je suis plutôt une personne qui avance en faisant. Je suis plutôt à trouver des solutions en fait dans l'action. Et cette détermination chez moi, elle est plus, comment dire, nourrie et elle est plutôt drivée par mon intuition. Dans le sens où quand je prends une décision, je ne fais pas un SWOT à chaque fois que je prends une décision. C'est plutôt mon intuition qui va me guider. Et bien sûr, la raison, elle va être là pour infirmer ou confirmer. Mais voilà, les étapes clés de ma vie ont été aussi menées par une détermination qui elle-même est drivée par cette intuition. Et je dirais, enfin, c'est ce que je pense aussi, je pense que quelque part, l'intuition, c'est un peu l'intelligence qui s'écoute. Et les femmes ne manquent pas d'intuition, donc je pense qu'elles devraient un peu plus s'écouter également. Très bien, Anan. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré, Anan? Alors en fait, tout au long de ma vie, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont inspirée. Parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait s'entourer de personnes de qualité qui vont pouvoir vous porter en fait dans votre vie, dans vos projets. Et en fait, si je dois revenir à vraiment quand j'étais jeune, quand je regardais la télévision, eh bien j'étais très admiratif de ces journalistes. Dans les années 80, il y avait très peu de journalistes femmes et je voyais Anne Sinclair et je voyais Christine Ockrent, ces femmes intelligentes qui avaient comment dire, un relationnel, une élégance et qui étaient affirmées et qui donnaient le change à des hommes politiques. Donc, voilà, je dirais au départ, quand j'étais jeune, c'est ce type de femme, en fait, qui m'a inspirée, qui, en les regardant, elles avaient vraiment confiance en elles. Et puis après, dans ma vie de tous les jours, c'est pas forcément des gens connus, vous savez, c'est des gens de la vie de tous les jours qu'on croise. Certaines personnes, on les connaît depuis longtemps, elles vous apportent pas grand-chose. Et puis, il y a des personnes qu'on rencontre et qui vous donnent tout et qui vous ouvrent des portes et qui vous motivent également. Et puis après, bien sûr, il y a toutes mes lectures. Moi, j'aime beaucoup aussi le livre de Jean-Louis Debré qui a écrit « Ces femmes qui ont révolutionné la France ». Et là, on voit en fait tout le parcours de ces femmes depuis la Révolution jusqu'à nos jours. Et voilà, toutes ces femmes, pour moi, sont extrêmement inspirantes parce qu'elles ont mis en place des brèches dans la société pour pouvoir les révolutionner. Et d'ailleurs, je vous recommande beaucoup ce livre que moi, j'ai lu, pas d'un point de vue juste féministe, mais d'un point de vue stratégie, parce que toutes ces femmes, avant d'être féministes, elles étaient stratèges.
Et on se rend compte qu'en fait, elles se sont appuyées aussi sur un réseau et elles ont toujours été portées par un homme aussi qui leur a ouvert les portes. Voilà. Ce sera avec plaisir le livre. Si vous pouvez me rappeler le titre pour que je puisse noter. Les femmes qui ont révolutionné la France, de Jean-Louis Debré. Je vous enverrai par message exactement les références. Mais c'est vraiment très inspirant et de voir un peu les stratégies qu'elles ont mis en place. Parce que c'est des choses qui sont toujours d'actualité et qui, nous, les femmes, nous servent aussi dans le monde professionnel pour avancer. Très bien, Anan. Je reviens sur vous, Anan. Vous êtes conférencière, vous êtes consultante en management et performance. Vous êtes la fondatrice du cercle Féoménal. Vous êtes la fondatrice de Brand Me You Consulting, une entreprise que vous avez mis en place à peine en novembre 2020. C'est un cabinet de conseil. Quel est votre parcours académique et professionnel, Anan? Alors, d'un point de vue académique, j'ai passé un bac économique et social au départ parce que, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais intéressée par beaucoup de choses. Je voulais faire beaucoup de métiers, j'étais pas encore déterminée à ce moment-là. Et donc, j'ai voulu faire un bac qui puisse en fait m'ouvrir le champ des possibles. Puis ensuite, voilà, j'étais plutôt intéressée par la partie entreprise, organisation, et donc j'ai fait en fait, j'ai intégré l'Institut universitaire professionnalisé, qui à l'époque était l'ancêtre des IAE, pour faire une maîtrise en gestion et management des entreprises. Et puis ensuite, c'est au gré de mes stages finalement, parce que c'est souvent les stages qui déterminent un peu le secteur d'activité dans lequel on va travailler. Et quand j'étais en licence, je devais voilà, effectuer un stage. Et puis, la finance, en fait, m'intéressait, le milieu bancaire. Alors, moi, je suis la fille d'une famille d'origine marocaine. Donc, mes parents sont venus du Maroc en France dans les années 80. Et c'est vrai que travailler dans la finance, c'est quelque chose qui, naturellement, n'était pas proche hein, de nous, en fait. Hein. Mon papa était ouvrier dans les travaux publics. Ma maman s'occupait de nous. Mais voilà, j'avais cette envie d'aller au-delà de mon cercle, de ce que je pouvais connaître, parce que je trouvais que c'était intéressant. Et puis, étant à l'université de Saint-Étienne, j'avais entendu parler de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche qui prenait des stagiaires pour une mission, pour développer une offre sur les professionnels libéraux, mais ils prenaient que des gens de l'école de commerce. Moi, je n'avais pas fait d'école de commerce, j'étais à l'université. Et ben, qu'à cela ne tienne, j'ai pris mon CV, je suis allée directement au siège social pour rencontrer le directeur commercial et marketing. Et puis, je pense qu'il a été sensible peut-être à mon audace, à ma détermination, et il m'a prise à ce moment-là. Donc, c'est là que j'ai commencé en fait à mettre un pied dans la banque. Et puis ensuite, en maîtrise, j'ai fait un autre stage, mais là plus dans la finance, dans les métiers titres, d'une des filiales de BNP Paribas qui s'appelle BNP Paribas Security Services. Et là, en fait, ils m'ont gardé pour un CDI et j'ai commencé donc à travailler en tant qu'agent de transfert dans les métiers titres de BNP Paribas. Donc, voilà un petit peu comment mon parcours professionnel s'est fait. Et puis, tout au long de ma carrière professionnelle, donc j'ai travaillé dans la banque et dans la finance. C'est un petit peu aussi mon parcours professionnel, il est un peu à l'image des prises de risques et des opportunités que je me suis ouverte aussi. Hein. Quand j'ai démarré chez BP2S, bon, il me manquait la dimension relationnelle et le côté un petit peu international. Et donc, j'ai utilisé mon réseau et je suis allée travailler au Luxembourg pour JP Morgan, voilà, une société de gestion anglo-saxonne où là, je me suis énormément épanouie parce que j'étais dans la méritocratie, j'étais dans un milieu extrêmement challenging. Et puis ensuite, en 2008, mon mari a eu une opportunité à Paris. Donc, on a pris la décision familiale parce que c'était bon pour nous de revenir à Paris. Je suis revenue à mes premiers amours chez BP2S, mais là, dans les fonctions commerciales qui me plaisaient beaucoup plus, forte de mon expérience hein, chez JP Morgan. Et je suis restée 8 ans. 8 ans. Ensuite, j'ai eu mon troisième enfant. Et c'est lors de mon congé maternité qui est en fait aussi une belle parenthèse pour les femmes parce que ça nous permet de prendre du recul sur notre activité professionnelle, de sortir un peu la tête du guidon et de nous demander si on a vraiment envie de retourner là où on est et puis peut-être qu'on a envie de faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai vraiment pris ce temps à ce moment-là pour me dire, voilà, j'avais fait un peu le tour de la question. Je n'avais pas forcément eu les évolutions de carrière que je désirais, ni en termes d'opportunités, ni en termes de progression de salaire. Et pareil, j'ai utilisé mon réseau pour m'ouvrir d'autres opportunités et j'ai eu une proposition d'intégrer une société de gestion qui, effectivement, m'a proposé de venir prendre la direction commerciale et marketing. Hein. Il fallait tout développer
développé depuis le début. J'ai mené en place des fusions et puis j'ai eu une belle visibilité sur le marché. Et une autre société de gestion, Raymond James, qui est venue me chercher pour me demander effectivement de reprendre aussi le développement de la marque en France et en Europe. Voilà, donc c'est un parcours qui est aussi, j'allais dire, un peu teinté de mon tempérament. C'est vraiment aussi d'aller chercher les opportunités et de ne pas attendre que ça se passe quand ça ne nous plaît pas. Et pourquoi avoir quitté Raymond James pour créer votre propre structure? Eh bien, en fait, vous savez, quand on regarde un petit peu mon parcours professionnel, toutes les expériences que j'ai eues dans la banque et dans la finance, j'ai eu l'opportunité de faire du management, j'ai eu l'opportunité de faire des fusions, de mettre en place des stratégies. Et en fait, je dirais que j'ai côtoyé l'humain dans toute sa splendeur. Et j'ai toujours eu cette passion de l'humain et des organisations. Et en fait, j'ai voulu porter plus loin cet intérêt de l'humain dans la performance de l'entreprise pour en faire mon métier et pour accompagner les sociétés qui souhaitent porter justement ces sujets-là de leadership, de cohésion d'équipe, de confiance, vraiment comme quelque chose d'extrêmement important pour avancer avec leurs collaborateurs. Et puis, voilà, également, c'est aussi, je pense que j'étais arrivée aussi à un niveau de maturité qui faisait que j'avais envie aussi de gagner un peu de liberté. Voilà, j'étais dans des entreprises où je n'étais pas forcément toujours satisfaite du niveau de rémunération qu'on me donnait par rapport à mon investissement. Et là, je me suis dit, le fait d'être indépendante, c'est moi qui vais chercher mon chiffre d'affaires et c'est moi qui vais créer ma rémunération. Donc ça aussi, c'était vraiment un plaisir que j'ai aujourd'hui, cette liberté que je retrouve en fait dans ce sens-là. Vous allez nous parler aussi, parce que vous êtes la fondatrice, vous avez créé Brand Me Up Consulting en novembre 2020, mais vous êtes aussi la fondatrice du cercle Phénoménal. Vous allez nous parler de ce cercle, s'il vous plaît, Anan. Oui, avec grand plaisir, Ben. En fait, Phénoménal est venu parce qu'en fait, j'en avais un peu ras-le-bol d'entendre que les femmes manquent de confiance en elles, les femmes manquent de confiance en elles à chaque fois. Et à force de dire ça, finalement, on alimente collectivement ce phénomène qu'on souhaite combattre. Et donc, moi, j'ai voulu vraiment créer un coaching vraiment innovant pour les femmes, pour les aider à dépasser leurs croyances limitantes, pour qu'elles puissent vraiment prendre conscience de leurs talents, à leur dire qu'elles ont des talents phénoménal, qu'elles puissent vraiment s'affirmer pleinement dans leur leadership et puis devenir finalement, de prendre en main leur destin professionnel. Et en fait, je me suis beaucoup basée, alors je me suis dit, bon, comment faire les choses? C'est vrai que tout ce qui est pep talks, motivational talks, c'est très bien, ça permet de donner beaucoup d'énergie aux femmes, mais ensuite, ça fait pchit, parce qu'une fois qu'on retourne dans le monde du travail, eh bien, il y a les choses qui reviennent, il y a nos croyances, il y a nos freins personnels. Et j'utilise beaucoup, en fait, la neuropédagogie, les neurosciences cognitives et comportementales qui nous permettent vraiment de comprendre comment fonctionnent nos cerveaux, comment on fonctionne avec nos biais. Parce que la meilleure façon, en fait, de pouvoir progresser, c'est de comprendre comment son cerveau fonctionne. C'est le meilleur moyen d'agir sur lui parce qu'il nous joue bien souvent des tours. Et si vous voulez, Belle, j'ai voulu également créer ce coaching en collaboration avec un homme. Pourquoi spécifiquement avec un homme? Parce que j'ai voulu sortir aussi de l'opposition des genres. Parce que aussi avoir le regard d'un homme lors de ces coachings, je trouvais que c'était très pertinent pour pouvoir, nous aussi femmes, nous faire sortir peut-être de nos biais, parce que nous en avons tous, et nous avons aussi peut-être des biais de femmes. Et le fait d'avoir un homme qui est un expert dans les neurosciences également, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour proposer quelque chose de très pertinent aux femmes pour qu'elles puissent vraiment prendre ce recul. Donc voilà, donc c'est un coaching c'est un cercle que je veux international. On est en train de travailler avec des associations au Maghreb, avec Femmes Leaders Monde en Tunisie, pour faire des choses aussi autour du leadership dans le Maghreb, au Maroc, en Tunisie et pourquoi pas dans des pays africains. Parce que quelque part, le leadership, eh bien, il n'est pas dans une frontière. Nous avons les mêmes problématiques avec toutes les femmes dans le monde. Et quand on discute avec toutes ces femmes, eh bien, ce qui est bien, c'est que quand il y a des cultures différentes, eh bien, on se met à nu aussi et on est très humble par rapport à ce qu'on pense. Et puis, c'est un échange qui est extrêmement productif. Et puis, à plusieurs, on est forcément plus forte. De toutes les façons, on parlera du leadership tout à l'heure. Alors,
Anan, vous êtes aussi la fondatrice du cercle littéraire Lost in Finance pour Mhm. rassembler tous les amoureux des mots du secteur de la finance. Oui. Quel est ce cercle? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à ce cercle? Oui, avec plaisir. Alors, le cercle Lost in Finance, en fait, c'est parce que j'ai un amour pour la littérature, pour la philosophie, parce que je pense que dans la vie, on est plus riche si on puise dans différentes boîtes. Et c'est vrai que le monde de la finance, on pense que c'est un monde qui est drivé par les chiffres, mais je me suis rendu compte que dans ma profession, énormément de personnes étaient intéressées par le côté littéraire, par aller puiser des savoirs autres que des savoirs académiques, mathématiques ou sur l'économie ou la macroéconomie. Et donc, l'idée de ce cercle m'est venue de proposer, en fait, de partager mes lectures avec les personnes. Et d'ailleurs, je l'ai fait pendant le confinement, pendant le premier confinement, parce qu'il fallait effectivement arriver à s'évader tout en restant chez soi. Et c'est vrai que la lecture, c'est le meilleur moyen d'aller ailleurs quand on ne peut pas bouger de chez soi. Donc, ce cercle littéraire, j'ai lancé à ce moment-là. Il a eu beaucoup de succès. Les gens partagent, me font aussi profiter de leur lecture. Et ça nous permet aussi de nous ouvrir à des thèmes que l'on ne connaissait pas. Donc, on parle poésie également. Ça peut paraître un petit peu bizarre que dans la finance, on parle aussi poésie, mais non, pas du tout. C'est aussi une source de réflexion qui nous permet de voir le monde un petit peu différemment, de relativiser et aussi d'être très humble hein, dans ce que l'on peut donner tous les jours au travail, en pensant que la rationalité, ça peut nous mener forcément à la bonne solution. Ben, on peut aussi utiliser d'autres chemins pour être complètement épanoui. Anan, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours académique et professionnel et comment vous avez fait pour les surmonter? Alors, vous savez, quand j'ai démarré dans le monde professionnel, donc la finance est un métier qui est quand même assez masculin, hein, très vite, hein, je me suis rendu compte que je n'avais pas les mêmes bonus, que je n'avais pas les mêmes augmentations de salaire, qu'on ne me proposait pas de gérer les plus gros clients, malgré de manière objective, hein, mes résultats quantitatifs et qualitatifs. Hein, et puis j'avais d'ailleurs de très bons feedbacks lors de mes évaluations de fin d'année, mes managers femmes et hommes hein, en face hein, que j'avais. Donc, ça a été une période de grande frustration pour moi, en fait. Hein. Et là, je me suis dit, ben, y a deux solutions. C'est soit voilà, je continue dans cette frustration, je retourne à ma place et j'en veux à la terre entière, soit je me dis, bon, comment je peux faire pour arriver à trouver des solutions et bien gagner ma vie et puis aussi, moi aussi, arriver à avoir les évolutions de carrière que j'avais envie d'avoir. Et j'ai fait une chose très simple. Moi, je suis une femme très pragmatique. J'ai observé. J'ai observé les hommes autour de moi. Comment est-ce que eux ils réussissaient à avoir des augmentations de salaire et à ce qu'on leur donne des évolutions de carrière beaucoup plus facilement. Et je me suis rendu compte hein, de plusieurs choses. C'est qu'ils se mettaient en valeur beaucoup plus facilement dans les meetings et qu'ils disaient beaucoup plus facilement leur contribution à leur manager. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'il fallait en fait que je parle, que je fasse mon propre marketing et que même si je travaillais bien et beaucoup, ça ne suffisait pas. Il fallait le savoir-faire, mais aussi le faire savoir. Et c'est là où j'ai commencé à un peu me mettre, si vous voulez, à sortir un peu de ma zone de confort. Et puis, quand je rencontrais un peu mes managers, par exemple, je ne sais pas, le matin, on se rencontrait pour prendre l'ascenseur, et bien, au lieu de lui parler de la pluie et du beau temps, et bien, j'étais plus Madame Soleil. Je lui parlais des derniers projets que j'avais mis en place, du dernier client que j'avais rentré, du dernier deal que j'avais fait. Et donc là, j'étais la femme de la situation. Et donc là, vous voyez tout de suite que le regard commence quand même un petit peu à changer. Tout à fait. Et puis, dans les augmentations de salaire, j'ai compris aussi qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus systématique, c'est-à-dire ne pas attendre la fin d'année pour en parler, mais que de manière récurrente, durant l'année, quand on fait des choses bien, eh bien aussi, il faut le dire. Il faut aussi dire qu'on a envie aussi de mieux gagner sa vie, pas simplement parce qu'on le dit, mais parce qu'on le prouve. Et donc, c'était aussi une manière pour moi de montrer ma valeur ajoutée en termes de rentabilité pour l'organisation pour laquelle je travaillais. Donc, c'est vraiment dans l'observation. Justement, Anan, puisque vous parlez de salaire, de négociation de salaire,
pourquoi chez les femmes, elles sont réticentes quand on parle de négociation de salaire? Pourquoi? Alors, vous savez, il y a pas une seule raison, hein. C'est multifactoriel. Je vais prendre un peu ce que j'ai observé et je vais prendre ce que moi j'ai ressenti dans ma vie professionnelle. L'augmentation de salaire, en fait, le jeu de l'augmentation de salaire, c'est un jeu qui est plutôt vu comme un jeu de virilité. Donc, les hommes sont très confortables dans ce jeu-là, d'aller chercher, d'aller challenger en fait l'augmentation de salaire. Nous, les femmes, on a été élevées dans la petite fille modèle, en fait, hein. Ça, c'est l'éducation implicite qu'on a eue à l'école, à la maison, la fille parfaite. Donc, on a beaucoup plus de mal à remettre en question, en fait, les choses. Et on est plus dans une position un peu de soumission. Donc, aller demander une augmentation de salaire, c'est quelque part aussi finalement être en désaccord avec son management et on n'est pas habitué à ça. Et les chiffres sont clairs, hein. Quand une femme commence à entrer dans le monde du travail, eh bien, en fait, elles sont 67% à pas négocier leur salaire de départ. Voilà. Donc, elles acceptent beaucoup plus facilement en fait un salaire, alors qu'elles pourraient le challenger dès le départ et donc partir avec un acquis beaucoup plus important, parce que, comme ce qu'on dit, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et c'est vrai que je vois aussi que le rapport des femmes par rapport à l'argent, c'est vu comme l'argent, c'est vu comme un rapport au pouvoir. Donc, elles ont l'impression de s'identifier à un homme en allant en fait parler d'argent. Et il y a un peu tous ces phénomènes-là qui, mis bout à bout, finalement viennent un petit peu pénaliser les femmes dans leur état d'esprit d'aller négocier leur salaire. Et en fait, si vous voulez, Belle, la chose, moi, qui m'a vraiment fait bouger, c'est que la souffrance, cette frustration que j'avais de ne pas avoir la méritocratie, de ne pas avoir le salaire que j'estimais être la valeur de mon travail, cette souffrance était plus importante que l'inconfort d'aller me challenger, d'aller un peu aller voir mes managers. Donc c'est ça aussi qui m'a mis en fait dans le mouvement. Mhm. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit, Anan. Pourquoi avoir quitté ce secteur de la finance et créé votre entreprise Brand Me Up Consulting, spécialisée en leadership? Pourquoi ce revirement? Alors en fait, c'est pas tant un revirement, moi je le vois aussi comme une continuité, parce que c'est la continuité de finalement toutes mes années d'expérience de l'humain que j'ai voulu en fait concentrer dans mon travail et d'accompagner après les sociétés financières, parce que je m'adresse principalement aux sociétés financières que je connais, dont je connais les enjeux, et c'est quand même très important aussi de connaître un peu le monde, hein, dans lequel évoluent les entreprises que l'on souhaite accompagner. Donc, ce n'est pas pour moi un énorme revirement. La chose qui est certes très, très différenciante, c'est que j'ai quitté le doux confort du salariat pour me mettre en indépendante et également me challenger, mais il y avait également cette part de vouloir cette liberté et de construire moi-même finalement mon business, mon salaire et d'aller travailler avec les clients voilà, avec lesquels j'ai envie de travailler, parce que on n'a pas non plus, enfin, j'ai pas non plus envie de travailler avec tout le monde, dans le sens où j'ai envie d'être en résonance avec mes clients, j'ai quelque chose de spécifique à apporter. Il faut que les entreprises qui sont en face estiment que la valeur humaine est importante en termes de performance pour qu'on puisse faire de belles choses. Donc, je continue en fait d'être dans le secteur de la finance, mais à un niveau différent. D'accord. D'accord. Donc, tout à l'heure, vous me disiez par rapport comment est-ce que j'ai pu trouver des solutions pour contourner un peu les freins que j'ai pu avoir dans le monde de l'entreprise. Oui, Donc, effectivement, oui. ce côté-là et les fois où, même avec toute la bonne volonté, même en allant négocier son salaire et qu'on est au bout de la négociation salariale et que ça n'avance pas, je me suis très vite rendu compte qu'il ne fallait pas se casser la tête contre un mur. Et que quand ça ne marche pas, il faut aussi pouvoir en fait démissionner. Il faut aussi pouvoir prendre le risque d'aller s'ouvrir d'autres opportunités. Et ce qui m'a beaucoup aidé en fait à me sentir capable de pouvoir aller chercher des opportunités, me confronter au risque, c'est que dès le départ, j'ai construit en fait un réseau qui m'a soutenu et qui m'a permis d'aller m'ouvrir des opportunités. Et les postes que j'ai pu avoir après, ça a été des rencontres. Ça a été des rencontres dans des cercles formels ou informels, mais c'est toujours le réseau finalement qui m'a permis de pouvoir sortir de ce corner. Donc j'insiste vraiment, moi c'est vraiment clé pour moi, hein, le relationnel qu'on peut établir dès qu'on rentre dans le monde du travail, mais pas que,
même dans les bancs de l'école, parce que le réseau, on en a besoin pour trouver son stage, on en a besoin pour acheter sa maison, on a besoin pour trouver sa nourrice, on en a besoin pour créer sa société. Et d'ailleurs, si aujourd'hui je suis à l'aise de lancer ma propre activité, c'est parce que j'ai aussi le réseau pour me soutenir d'un point de vue structuration, mais aussi d'un point de vue client. Et ce qu'on constate, est-ce que les femmes sont beaucoup plus, aiment beaucoup plus le réseau par rapport aux hommes? Parce que c'est beaucoup plus les hommes qui consolident leur réseau, mais les femmes, il y a cette peur d'aller vers l'inconnu, d'aller se faire des réseaux, des relations. Qu'en pensez-vous, Anan? Écoutez, je pense qu'effectivement, le réseau, c'est quelque chose qui se construit depuis le début et les femmes ont toujours en fait ce prétexte de dire aussi qu'il faut rentrer à la maison pour aller chercher les enfants. Alors, des fois, c'est une vraie réalité, mais c'est aussi des fois un prétexte pour ne pas faire autre chose. Hein. Donc, je vous prends un exemple concret de ma vie, non pas parce que c'est ma vie, mais c'est pour vous donner l'importance du réseau. Il y avait en fait il y avait un cercle qui était un cercle de réseau autour du cigare, hein, dans le monde de la finance. Et c'était à l'époque où je voulais changer, en fait. J'étais dans ma carrière, j'avais eu mon troisième enfant. Et donc, j'étais en train d'essayer d'évoluer. Et là, mon mari me dit, bah, il y a une soirée cigare, il faudrait que tu viennes parce que c'est dans le monde de la finance, c'est super, il va y avoir des patrons. Et puis là, je me suis dit, mais là, le cigare, moi, je ne fume pas le cigare, c'est pas du tout ma place. Et puis, c'est le soir à 20h, je suis mieux à la maison, à aller m'occuper des enfants. C'est pas grave, toi, vas-y. Et puis, moi, je trouverai un autre moment pour aller réseauter. Et là, mon mari a vraiment insisté. Il m'a dit, non, il faut absolument que tu viennes. Donc, c'est important, il faut que tu viennes. Et donc là, j'y suis allée, j'ai laissé les enfants, j'y suis allée. Et c'est là où j'ai rencontré le patron de la société de gestion qui, 15 jours après, m'a appelé pour me proposer le poste de prendre la responsabilité commerciale et marketing de sa société de gestion. Voilà, c'est juste une anecdote. Comme quoi le réseau, À quel point c'est le un peu réseau est extrêmement important, qu'il ne faut pas le sous-estimer, qu'il faut le construire, pas juste quand tout va mal ou quand tout va bien. On le construit en fait tout le temps. Et le réseau, c'est une démarche altruiste. C'est une démarche où on donne d'abord avant de recevoir. Et très souvent, quand j'échange avec les femmes, elles me disent oui, mais moi, j'ai rien à donner, du genre, je ne suis pas bankable en fait. Mais dans le réseau, on ne vous demande pas d'être bankable au départ, on vous demande juste d'être niceable, d'être likable, c'est-à-dire d'avoir cette élégance relationnelle. Et puis, les choses se font après parce que vous allez peut-être pas donner un contrat à quelqu'un, mais vous allez lui donner le nom d'un livre, une lecture, vous allez l'orienter vers un site, vous allez le mettre en rapport avec une autre personne qui va l'aider lui-même dans un de ses projets. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à créer un réseau qualifié, solide, sur lequel on peut se baser pour avancer dans la vie. Donc oui, moi je le dirais jamais assez. Le réseau, c'est pas de l'impro, c'est une vraie rigueur qu'il faut avoir. Très souvent, on se dit c'est un hobby, je ferai ça quand j'aurai le temps. Non, il faut vraiment dans son agenda, une fois par semaine, se dire je consacre cette heure à élargir mon réseau. Je vois les gens, quel type de profil je vais avoir besoin pour créer ma société. C'est ce que j'ai fait avant de lancer Brainy Up Consulting. Hein. J'ai regardé à peu près les compétences dont j'allais avoir besoin, les personnes qui étaient les plus à même de m'accompagner, les spécialistes, les scientifiques. Et puis, je les ai contactés tout simplement en leur disant ce que j'étais, ce que j'avais envie de faire. Puis, vous savez, les gens, quand vous les contactez, si vous les mettez aussi en valeur, ils sont contents, ils échangent avec vous. Et c'est comme ça que ça démarre. Puisqu'on parle des femmes, Anan, selon vous, que peuvent faire les entreprises pour la promotion des femmes? Vous l'avez dit tout à l'heure, pour négocier, vous allez, hein, vous négociez votre salaire et vous avez fait du marketing personnel. Vous êtes vendu en interne, chose que beaucoup de femmes n'ont pas. Alors, est-ce que c'est pas aussi aux entreprises de mettre en place ces politiques pour promouvoir les femmes à des postes de responsabilité? Quel est votre regard là-dessus, Anan? Alors, d'abord, je dirais que la promotion des femmes dans l'entreprise, ce n'est pas une question d'éthique ou de morale, c'est surtout une question de performance pour l'entreprise. Et moi, je dis aux entreprises, en fait, ne le faites pas pour la morale, faites-le pour votre business d'abord. Et c'est juste du bon sens. Une entreprise qui va chercher les compétences dans la moitié de sa population contre une entreprise qui va les chercher dans toute la population, eh bien, elle aura au final la meilleure équipe.
Donc, voilà ce que je dis en fait aux entreprises. Et c'est vrai que les sociétés, les organisations, elles ont plutôt en fait favorisé ce qu'on appelle les réseaux de femmes au départ pour insuffler une sorte de culture en fait de la diversité. Et c'est vrai que ces initiatives, elles sont utiles hein, pour que les femmes puissent se retrouver, échanger, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment maintenant, pour moi, passer à l'action et passer à l'action avec des choses vraiment concrètes. Et les entreprises et puis les DRH qui sont d'ailleurs en tête hein, de ces initiatives-là, aujourd'hui, elles ont plein de choses, hein, plein d'options pour avancer sur ces sujets-là. Elles ont la formation, elles ont la sensibilisation, elles ont le coaching, elles ont le mentoring aussi qu'elles peuvent mettre en place. Et moi, dans le cursus de Womenal, je propose des ateliers concrets pour donner des outils aux femmes pour faire en fait leur propre branding, comment se présenter, comment en fait parler de soi, mais de manière authentique, hein, bien évidemment, sans jouer aucun rôle, comment également négocier son salaire, revoir aussi son rapport à l'argent. Donc en fait, les sociétés aujourd'hui, pour moi, ont vraiment tous les outils. Et un outil très pertinent, bah, c'est le coaching qui peut accompagner les femmes, soit de manière individuelle ou alors de manière collective, hein, dans le cadre de l'intelligence collective, pour les aider effectivement à monter en compétences et puis à être maîtresse de leur destin professionnel, les aider à dépasser leurs freins, leurs croyances et puis à s'affirmer pleinement dans leur leadership pour être des phénoménales. Tout à fait. Et si on parlait de l'absence de conciliation vie privée et vie professionnelle, vous, dans votre cas, vous êtes marié avec des enfants. Comment vous faites au quotidien pour concilier les deux, vie privée et vie professionnelle, Anan? Oui, effectivement, j'ai 3 enfants. Donc j'ai un grand de 20 ans, une fille de bientôt 18 ans et un petit de 6 ans. Et c'est vrai que ce soit moi ou mon mari, dès le début, on a eu des activités professionnelles très prenantes. Hein. Et puis, on a eu nos enfants aussi très jeunes. Mais ça ne nous a pas empêché de trouver un équilibre parce que pour nous, la famille est extrêmement importante. Il n'y a pas d'un côté le professionnel et d'un autre côté la famille. Pour moi, tout ça, c'est un tout. Et on a autant besoin du travail que de l'énergie de la famille où on va puiser aussi des ressources et qui va également nous porter. Et en fait, je dirais que la façon dont j'ai pu concilier en tant que femme mon activité professionnelle, mes besoins de carrière, d'évolution, d'être disponible aussi dans mon travail, aussi avec mes déplacements professionnels, eh bien, la chose qui m'a vraiment aidée, eh bien, c'est la délégation. Voilà, j'ai tout de suite, dès le début, délégué. Et déléguer, alors forcément, c'est pas simple parce que les choses ne sont pas faites comme vous le voulez. Mais est-ce que c'est si important que ça? Quand on regarde en fait les pour et les contre, est-ce qu'on a besoin tellement d'être finalement la gardienne du temple? Est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à laisser de la place aux autres? Et quand je dis déléguer, c'est déléguer aux enfants, c'est déléguer aux conjoints, c'est leur laisser aussi la place de pouvoir s'exprimer. Tout à fait. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que eh bien, la nature a horreur du vide. Hein. Les choses se remettent en place, on retrouve un autre équilibre. Et je me suis rendu compte que l'impulsion, elle venait de moi d'abord. Je ne pouvais pas attendre des autres qu'ils viennent plus m'aider. C'était à moi, en fait, de leur donner cette place-là. Et ensuite, on allait tous trouver un équilibre différent. Et si je peux vous donner juste un exemple concret, une astuce que moi j'utilise tout le temps en début d'année, oui, avec plaisir. Quelles sont vos astuces, Anan? Quand vous remplissez les papiers administratifs quand vos enfants rentrent à l'école, souvent on vous demande qui contacter. Eh bien, mettez le nom de votre mari tout de suite en premier. Ne mettez pas le vôtre. Et dites à la maîtresse qu'il faut qu'elle appelle le papa. Et je vous assure, ça marche. Et ça, c'est juste quelque chose qui semble vraiment pas très important. Mais quand on met déjà le nom du papa avant celui de la maman, bah, la maîtresse, quand il y a un enfant qui est malade, eh bien, elle prend le premier numéro, elle appelle. Alors, vous allez me dire, le papa, il peut ne pas répondre. Eh bien, vous aussi, vous pouvez aussi ne pas répondre. Et vous pouvez aussi laisser la maîtresse appeler le papa. Et moi, c'est comme ça que je fais. Et je vous assure, ça s'est très bien passé. Elle appelle le papa qui lui aussi doit sortir du boulot pour aller chercher l'enfant qui est malade, l'emmener chez le médecin. Et c'est comme ça aussi que ça se fait. C'est vraiment par des petites choses, c'est vraiment par des petits pas.
On n'est pas obligé de penser à des organisations, j'allais dire complexes et extraordinaires. Des fois, il faut juste penser à des petites choses comme ça qui vont nous permettre, nous, les femmes, de libérer cette charge cognitive, cette charge mentale dont on parle beaucoup, qui en fait nous pompe énormément d'énergie et qui ne nous donne pas la possibilité de la consacrer à notre carrière, à aller faire du réseau. Parce que voilà, s'il faut emmener à chaque fois le petit dernier à son cours de judo, eh bien c'est aussi un moment que vous ne prenez pas pour aller réseauter. Et donc, c'est aussi important de laisser faire les choses par d'autres personnes, par le grand frère, la grande sœur, le papa, qui sera ravi de passer aussi un peu de temps avec son enfant. Et c'est comme ça que les choses évoluent sans confrontation. Ouais, ce n'est pas une opposition des genres en disant bah, on va changer les choses du jour au lendemain. Je pense que les choses s'accompagnent et puis les hommes d'aujourd'hui ont aussi envie de prendre un rôle différent, tout simplement. Et ce n'est pas Allô? quelque chose qui doit se faire dans la confrontation. Anan, je vous entends de loin. Oui, vous m'entendez mieux là? Je vous entends de loin. Je pense qu'on a un problème au niveau de votre micro. Moi, je vous entends très bien, Belle. Là, vous m'entendez bien? Je vous entends bien, mais c'est un peu différent par rapport à tout à l'heure, parce que tout à l'heure, Ouais. c'était un peu plus fort. D'accord. Ben, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je n'ai rien changé. Je n'ai rien changé à ma connexion. Ça vient peut-être D'accord. du réseau. Je vais parler un petit peu plus fort. Il n'y a pas de souci. Et la question que je devais vous poser tout à l'heure, est-ce que l'absence de conciliation vie privée, vie professionnelle peut avoir des répercussions sur la performance des entreprises? Oui, bien évidemment, parce que on voit bien que les personnes qui sont performantes dans le monde de l'entreprise ne sont pas celles qui ont sacrifié leur vie de famille, que ce soit hommes ou femmes. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent. Les hommes qui sont à des postes à responsabilité, qui sont épanouis, ce sont des hommes qui sont avec des enfants. Et les femmes aussi qui sont à des postes de responsabilité, ce sont des femmes aussi avec des enfants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de choisir entre l'un et l'autre, mais les organisations qui ont pris en fait ce sujet-là et qui se sont dit, eh bien, si on accompagne aussi les collaborateurs pour qu'ils puissent concilier les deux, eh bien, on va leur libérer aussi de la frustration, on va leur libérer aussi en termes d'organisation. Lorsque j'ai travaillé pour BNP Paribas Securities Services, ils avaient mis en place une crèche d'entreprise. Et je vous assure que ça avait vraiment changé, vraiment, la vie de beaucoup de parents, puisque c'était une organisation différente. Ça leur permettait de pouvoir emmener leurs enfants dans une crèche. Ils étaient sûrs d'avoir une place. Et rien que ce stress-là, quand on est parent et qu'on vient d'avoir un enfant et qu'on se dit qu'on n'a pas de place dans la crèche, je vous assure que c'est un stress et c'est en fait extrêmement chronophage en termes d'énergie. Et quand ça s'est évacué, eh bien, je trouve que ça libère beaucoup, beaucoup d'énergie chez les collaborateurs. Exactement. On a même un exemple similaire au Cameroun, Madame Baémi Françoise, qui Oui, est la directrice générale de Fritcam. Elle oui, qui embauchait en majorité des femmes, elle s'est retrouvée avec des femmes qui avaient des bébés qui devaient partir pour allaiter. Et oui. quand elle partait pour allaiter, du coup, la performance baissait. Et Ah elle bah, s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces femmes soient toujours performantes? Elle a oui, créé une garderie d'entreprise et tous les bébés étaient là. À un c'est moment donné, les femmes se déplaçaient juste pour allaiter leurs enfants et revenaient travailler. Donc, ouais, c'était pas loin, c'était à l'intérieur même oui. au sein même de l'entreprise. Et ça a permis que la performance puisse effectivement augmenter. Tout à fait, c'est Non, mais vraiment c'est une option formidable. pour permettre la conciliation vie privée, vie professionnelle. Oui, c'est formidable, vous avez raison. Il y a plein d'exemples, hein. Les sociétés aussi font preuve de beaucoup d'imagination hein, là-dessus, hein. Pas forcément en créant des crèches, mais il peut y avoir simplement des petites choses qui peuvent être mises en place hein, sur, par exemple, la possibilité de pouvoir emmener les enfants le mercredi dans des centres aérés qui sont organisés aussi par l'entreprise. Voilà, toutes ces petites choses comptent énormément dans l'équilibre familial et l'entreprise le retrouve en performance hein, de toute manière et en engagement également. Oui, 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 oui. Et dans votre cas, quelles sont les initiatives que vous avez mises en place dans le cadre de votre structure? C'est vrai qu'elle est encore jeune, créée à peine en 2020. Est-ce que c'est vrai que c'est centré sur le leadership des dirigeants? Est-ce que vous évoquez aussi cette thématique avec les dirigeants que vous coachiez?
Mhm. Alors, dans ma structure, effectivement, je suis en indépendante donc quand j'ai des missions, des projets qui me sont confiés, en fait, je lève des équipes, hein, des experts hein, pour effectivement m'accompagner. Et là, je fais aussi très attention à la dimension familiale. Hein. Je peux avoir des gens avec des enfants en bas âge, des personnes qui ne travaillent pas forcément à Paris et qui souhaitent être en télétravail. Donc, effectivement, il faut avoir aussi cette souplesse en tant qu'entrepreneur pour un peu gérer toutes ces situations. Et vous avez raison, ces questions-là d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les entreprises aujourd'hui sollicitent hein, les consultations, les avis pour effectivement plus, comment dire, accompagner leurs collaborateurs et libérer les énergies. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une intervention à la BPI France, donc la Banque publique d'investissement, pour parler d'écologie du manager. Et là, l'écologie du manager, c'est ça, c'est en fait de se dire qu'il y a un management durable. Et dans le management durable, eh bien, il y a une brique équilibre vie de famille, vie privée forcément. Parce que le management, c'est de l'énergie qu'on transmet aux autres vers une attention particulière, vers un but collectif. Mais cette énergie, avant de pouvoir la transmettre, eh bien, il faut déjà la trouver, il faut la puiser et puis il faut la garder dans la durée. Et donc, forcément, ces questions-là d'équilibre, vie de famille, vie professionnelle, qui sont une source pour puiser notre énergie, sont aussi hein, dans les discussions que j'ai avec les sociétés que j'accompagne, avec les grands groupes hein, financiers, qui bien évidemment s'en préoccupent et on l'aborde de cette manière-là. Mhm. On va parler, on va revenir sur vous, Anan. C'est vrai que tout à l'heure, vous nous avez partagé votre parcours académique et professionnel. Vous nous avez dit que vous avez démissionné de votre dernier emploi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? C'est vrai que je ne pense pas avoir posé la question. Si je l'ai posée, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît, là-dessus. Oui, oui. Ce qui m'a poussé vraiment à entreprendre, c'est vraiment de me diriger vers un métier qui, pour moi, avait vraiment un vrai sens, dans le sens où, étant passionnée par l'humain et par les organisations, eh bien, j'ai voulu en fait en faire mon métier et accompagner les sociétés financières qui souhaitent porter l'humain encore plus loin dans leur organisation. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à entreprendre, et c'est aussi cette envie de liberté, de me donner la possibilité de faire finalement les choses comme j'avais envie de le faire. Et comme je suis également, Belle, un profil j'allais dire un peu de slasher entre guillemets, dans le sens où j'aime avoir différentes activités. Voilà, je suis aussi passionnée par les nouvelles technologies. J'investis à titre personnel dans des sociétés, dans le private equity. Je fais également de l'investissement immobilier locatif. Donc voilà, j'ai plein d'autres activités en fait. Et le côté indépendant me permet aussi de pouvoir mettre le cursus un peu, le curseur, pardon, là où je le souhaite, pour donner aussi de la place à mes autres activités qui viennent me nourrir et qui viennent aussi, qui me permettent de développer un réseau différent qui va aussi me servir pour Brain Me Up Consulting et pour Féo Ménol. Vous voyez, tout ça, c'est une énergie qui circule, et dans le côté indépendant, je m'y retrouve complètement par rapport au côté salariat. On va parler des quotas. Anan, est-ce que vous êtes favorable aux quotas pour promouvoir la parité dans les entreprises? Alors, vous savez, Belle, quand vous me parlez de quotas, il y a tout de suite quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça vient heurter ma valeur de méritocratie. Et c'est vrai que le quota, enfin, la question des quotas, c'est une question qui aujourd'hui appelle à beaucoup de discussions hein, dans la société, parce qu'elle vient bouleverser hein, cette notion d'universel, hein, de méritocratie. Et c'est vrai que quand vous me dites ça, voilà, ça, je vous le dis de manière très honnête, c'est la première chose qui me vient en tête. Hein. Et ensuite, il y a la réalité. Quand on regarde le Forum économique mondial, eh bien, on nous dit qu'on n'atteindra pas la parité avant une génération, avant 100 ans. Ça, c'est la réalité du terrain. Et donc, quand on voit ça, on se dit, voilà, comment on va prendre les choses en fait? Parce que c'est vrai que la loi Copper-Zimmermann a fait beaucoup de bien dans les conseils d'administration, et moi j'en suis très contente. Hein. Par contre, il ne faudrait pas que ça soit… Et d'ailleurs, il y aura une nouvelle loi qui sortira pour les instances de direction Voilà. avec Bruno Le Maire, Elisabeth Moreno et Elisabeth Moreno, une loi qui sortira en mars.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce qu'on a fait pour les conseils d'administration, c'était pas suffisant parce que le conseil d'administration, c'est un peu pour moi l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand on regarde les instances comme les comités exécutifs, on se rend compte que si on fait un focus sur la France, il y a 58% de femmes qui ont un bac plus 5. Et puis, dans les comités exécutifs, elles sont plus que 17% et elles sont plus que 2% à des postes de PDG. Donc, on voit bien que les choses ne vont pas assez vite et qu'il faut aussi mettre de la parité dans les différentes instances de gouvernance et dans les comités aussi exécutifs, il faut aussi insuffler de manière un peu plus rapide cette parité. Donc, je dirais que le quota, dans un monde idéal, je préférais qu'on n'en ait pas besoin et qu'on laisse faire la méritocratie parce que pour moi, c'est le système le plus vertueux. Mais la réalité nous fait bien prendre conscience qu'il faut quand même aller beaucoup plus vite que ça. Donc, pour moi, je vois en fait le système des quotas comme un instrument pour insuffler le changement, tout simplement. Parce que, si vous voulez, dans l'entreprise, pour insuffler le changement, il faut aussi qu'on puisse habituer notre œil à voir des représentations du pouvoir différentes. Parce que dans le monde de l'entreprise, quand on pense à poste à responsabilité, eh bien, on pense tout de suite à un homme parce que c'est la figure en fait du leadership qui nous vient tout de suite en tête. Et que pour penser à une femme, eh bien, il nous faut faire un effort supplémentaire et c'est valable pour les hommes et pour les femmes également. Hein. C'est pas juste un stéréotype qu'on va attribuer aux hommes, hein. C'est un stéréotype qui est coriace dans la société. Donc pour moi, c'est D'ailleurs, il y a un adage qui dit think manager, think mal, think crise, think female. C'est-à-dire, quand on pense au manager, on pense tout de suite aux hommes, mais les femmes arrivent souvent quand c'est la crise, on veut chercher une femme qui viendra atténuer, qui viendra avec toutes ces caractéristiques de douceur, la communication, l'empathie, pour atténuer un peu la crise. Effectivement, c'est juste pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est vrai que les quotas, pour moi, c'est ça, c'est l'instrument du changement pour qu'on puisse habituer notre regard à voir d'autres formes de leadership, qu'on puisse voir des femmes également. Et c'est ça qui va faire que les choses vont changer. Et vous savez, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'à partir du moment où on insuffle 30% de parité dans les organisations, eh bien, ça suffit pour que les choses s'hybrident et qu'ensuite les choses se fassent naturellement. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il suffit juste d'insuffler un petit peu de parité et laisser faire les choses pour que ça puisse avancer et qu'on retrouve une vraie mixité dans les organisations. Donc, oui au quota. Par contre, je ne suis pas en fait du même avis que certaines personnes qui souhaitent mettre des quotas de manière universelle sans tenir compte du secteur. Je pense qu'il faut quand même tenir compte de la réalité et on ne peut pas faire bouger, faire avancer des secteurs comme la métallurgie aussi rapidement que d'autres secteurs d'activité. Donc, il y a aussi quand même la réalité du terrain dont il faut aussi se préoccuper pour faire quand même des choses cohérentes. Oui, au quota, mais en tenant compte de chaque secteur, c'est ce que je retiens. Oui. Et on va parler du management et du leadership. Anan, est-ce que vous faites la différence entre management et leadership? Alors, oui, bien sûr. Surtout pour vous qui êtes coach, parce que vous êtes coach en leadership. Alors, oui, bien sûr, parce que pour moi, manager et leadership, ce n'est pas synonyme. Le leadership, c'est l'individu qui va en fait influencer, qui va motiver, qui va mettre les autres en action vers un but collectif. Donc le leadership, il est plus pour moi dans la transformation, dans le changement. Il a une vision en fait systémique des choses, alors que le manager, lui, il va plutôt s'assurer que les choses fonctionnent bien. Et si elles ne fonctionnent pas bien, eh bien, il va prendre les décisions correctives. Par contre, ce que je vois et ce qui me semble pas très pertinent, c'est d'opposer les deux. Très souvent, vous savez, dans les médias ou quand on parle manager leadership, eh bien, le management, c'est has-been. Maintenant, il faudrait tous être leader. Mais pour moi, ce ne sont pas des fonctions qui s'opposent, ce sont des fonctions qui sont complémentaires, en fait, dans la vie d'une entreprise. Parce que le leadership, il va penser l'avenir, alors que le manager, lui, il va être garant de la stabilité. Et si je peux vous donner une image, il y a un très joli proverbe japonais qui dit en fait qu'une vision sans mise en œuvre, c'est un rêve, finalement.
Et finalement, et un rêve sans mise en œuvre, eh bien, c'est aussi un cauchemar. Donc, vous voyez, on a besoin des deux finalement dans une société pour pouvoir avancer. Donc, moi, c'est la différence que je fais entre leadership et management. Manager. Et est-ce que vous croyez au leadership féminin et selon vous, comment se traduit-il? Alors ça, c'est une bonne question hein, on la pose tout le temps. Et finalement, si on la pose, c'est que quelque part, on est toujours en train de s'interroger. Et moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop les certitudes. Je me suis jamais définie comme une experte sur quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt une chercheuse. Voilà, je regarde un peu ce qui se passe. Je vois que dans notre société, effectivement, on est en train de s'interroger sur cette question-là. La seule chose pour laquelle j'ai vraiment une conviction, c'est que je ne pense pas que le sexe de l'individu influence hein, sur les comportements de leadership. Et je pense qu'il faut rester très humble par rapport à ça. Il faut regarder un peu ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des caractéristiques qu'on dit aujourd'hui, des qualités qu'on dit aujourd'hui féminines, comme effectivement l'empathie, la transparence, la vision de long terme. On dit maintenant que ce sont des qualités féminines, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera trusté par les hommes et on dira que c'est des qualités féminines. Tout ce que je sais, c'est que l'être humain, il est composé d'une énergie féminine et d'une énergie masculine, le yin et le yang, hein, quelque part. Et qu'on est tous porteurs de ces deux énergies. On les utilise peut-être à différents niveaux de notre vie. Elles existent toutes les deux en nous. Et je pense qu'il ne faut pas être aussi binaire. Les choses sont beaucoup plus nuancées. Par contre, ce qu'on observe hein, dans la société, et ça, je pense que tout le monde le voit, c'est que le leadership qui est dans notre société, c'est un leadership qui a été fait par et pour les hommes. Et ce leadership, aujourd'hui, il est remis en question par des hommes et des femmes. Je dis bien des hommes et des femmes parce qu'il ne correspond plus à l'idée de leadership en fait, qu'on a envie de s'en faire. Donc, pour moi, au lieu de dire il y a un leadership féminin ou masculin, je dirais plutôt qu'il y a différents types de leadership qui peuvent coexister au sein d'une organisation. Et c'est pour ça que le coaching est vraiment très intéressant parce qu'il permet à chacun de pouvoir se retrouver et de pouvoir en fait se connaître hein, et s'affirmer dans son propre leadership. Donc, au lieu de rechercher une seule forme de leadership, cette sorte de Graal hein, auquel on a tous envie de ressembler, peut-être, je dis bien peut-être, hein, que dans les entreprises, eh bien, il faudrait laisser les différentes formes de leadership s'exprimer pour que chacun puisse apporter sa singularité et donc finalement sa richesse. Tout à fait. Voilà ce que j'observe. On va parler de crise actuelle. Euh, Pendant la crise, il fallait se réinventer, il fallait innover. D'autres ont mis le personnel en télétravail, d'autres ont continué à travailler. Vous, dans votre cas, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour faire face à la crise, Anna? C'est vrai que cette crise, elle nous a… Cette année, ça a été une année extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est dans le sens, comme vous l'avez dit, Belle, elle nous a demandé de sortir de nos routines, hein, de nos habitudes et donc d'aller puiser vraiment dans nos ressources. Et à ce moment-là, effectivement, on a dû faire du bac à sable hein, pour moi. Hein. Ça a été ça. Ça a été une année de bac à sable, c'est-à-dire une année d'expérimentation. Et je pense que personne n'avait anticipé le Covid. Hein, et donc, on a tous dû, en fait, apprendre en faisant. Et c'est plutôt j'allais dire, des solutions plutôt de faire confiance hein, aux collaborateurs qui ont le plus fonctionné. Parce que quand on autonomise les gens, quand on leur fait confiance, et dans la plupart des organisations, les managers, les patrons ont été extrêmement ravis de comment leurs collaborateurs ont pu en fait rebondir et de chez eux, certains sans être préparés au télétravail, parce qu'en France, on avait une pratique du télétravail qui était très très éloignée hein, de ce qu'on peut connaître dans les pays d'Europe du Nord. Et donc, il a fallu bricoler, il a fallu utiliser ses propres outils et les collaborateurs n'ont pas démérité hein, dans ces moments-là. Donc, vraiment, cette période-là, ça a été une période de redoubler de liens parce que la distanciation
a fait qu'on avait plus ce lien physique et l'être humain est un animal social. Donc, il a fallu garder le lien avec les collaborateurs pour effectivement continuer de créer cette cohésion et de leur laisser aussi des temps de pouvoir s'exprimer en dehors des conf calls qu'on peut faire pour parler du travail. C'est vraiment ce lien social qu'on continue à avoir avec chacun d'entre eux, organiser des choses qui sont plus liées au côté convivial et continuer à échanger, vraiment être une oreille attentive parce que dans ces moments-là, c'est l'écoute. C'est l'écoute qui doit primer. L'écoute doit primer. Et selon vous, quelles sont les conditions de réussite du télétravail? Parce que la majorité des entreprises a mis le personnel en télétravail, mais la question qu'il faut se poser, parce que tout le monde n'était pas habitué, que ce soit du côté des salariés ou du côté des employeurs, alors se pose la question de la réussite de ce télétravail. Selon vous, comment faut-il faire pour réussir le télétravail? Le télétravail étant quelque chose qu'on a tous expérimenté de manière un petit peu brutale et précipitée, c'est quelque chose qui doit, quand on y est, on n'a pas pu l'organiser avant. Donc, on nous a mis face à cette nouvelle organisation et on doit l'organiser d'une manière pratique. Pour les collaborateurs. Il y a les sociétés qui avaient déjà équipé leurs collaborateurs de tous les systèmes informatiques et PC portables, donc ce n'était pas un problème, mais pour beaucoup qui avaient sous-estimé le télétravail. Moi, la société dans laquelle effectivement j'étais, le télétravail n'était pas du tout mis en place. Et quand il a fallu se mettre en télétravail, eh bien, ça a été une nouveauté. Il a fallu équiper tout le monde. C'était un autre modèle d'organisation. Et c'est vrai que les sociétés qui ont pu habituer leurs collaborateurs à travailler sur des outils de partage avaient un avantage compétitif et un avantage en termes d'expérience beaucoup plus important que celles qui ne l'avaient pas forcément fait. Et puis, il faut être aussi dans la souplesse et la flexibilité. Celles qui ont réussi, c'est celles qui n'ont pas transposé le mode présentiel en mode distanciel, parce que ce n'est pas les mêmes pratiques, parce que ce n'est pas la même façon en fait de gérer les équipes. Et très souvent, les managers, quand ils se sont retrouvés en distanciel, il y en a beaucoup, ils ne comprenaient plus à quoi ils servaient. Donc, ça a aussi donné lieu à un sur-contrôle très souvent des équipes en pensant que parce que les équipes étaient à distance, il fallait redoubler de contrôle. Ce n'est pas forcément comme ça que les choses doivent s'organiser. Il y a l'autonomisation, il y a aussi la confiance. Donc, ce télétravail, pour qu'il puisse bien se passer, eh bien, il doit aussi tenir compte de cette forme de souplesse et de ne pas reproduire tout ce que l'on faisait dans le présentiel parce qu'en distanciel, tout ne marche pas forcément. D'accord. Et quelle est votre vision du futur du travail post-Covid, Anan? Alors, je pense qu'on est tous en train encore de faire un diagnostic de cette période, qui n'est pas finie, bien évidemment. Donc, je pense que c'est un petit peu prématuré de dire ce que va devenir le monde du travail demain. Ce qui est sûr, c'est que ça nous a fait gagner plusieurs années en termes d'utilisation des outils. Je vous assure. Il a fallu se mettre tout de suite à utiliser les Zoom, Teams, Classroom et compagnie. Et ça a mis quand même un pied dans la fourmilière et ça nous a permis de tous avancer. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, on peut dire qu'effectivement, ça a permis ça. Après, comment est-ce que les choses vont se dérouler dans le futur? Je pense qu'il faut être très vigilant. Moi, j'accompagne des sociétés qui sont encore en train de faire un diagnostic de cette période-là pour retirer le meilleur avec leurs collaborateurs, pour construire quelque chose de nouveau, puisqu'on est aussi dans une ère où les crises sanitaires vont peut-être se reproduire ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, si elles se reproduisent, il faut aussi se préparer à ce que ça soit une constante dans notre façon de travailler. Ce Tout qui à est fait. sûr, c'est que pour moi, on va s'aventurer vers un modèle hybride. Le distanciel va prendre plus de place, les conférences aussi à distance. Les e-conférences vont devenir de plus en plus, vont se développer. Et on voit bien que pendant cette période du Covid, plusieurs sociétés en fait ont extrêmement innové en termes de e-conférences. Elles ont mis en place des choses vraiment très interactives où vous avez vraiment l'impression d'être immergé dans une conférence virtuelle, comme si vous y étiez, un peu comme les hologrammes en fait. Vous savez, certains hommes politiques ont utilisé les hologrammes pour faire des meetings. Je pense qu'on va arriver à des choses qui vont vraiment nous surprendre et moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Mais
ça n'enlèvera pas le présentiel, ça n'enlèvera pas la nécessité de rencontrer des gens pour échanger, pour les voir, pour voir leur regard, pour regarder leurs yeux briller et pour entendre leur voix aussi pétiller. Voilà, c'est aussi ça. Donc, je pense qu'on s'aventure vers un monde hybride et qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. On est encore en plein dedans. On verra comment les choses vont avancer. Il faut être pragmatique, tout simplement. Anna, on est à la fin de notre interview. Déjà, c'est vite passé, Belle. C'est vite passé, effectivement. Si vous avez des questions à prodiguer à tous qui nous suivent, quels seraient ces conseils? Alors, vous savez, je dirais aux femmes, aux jeunes femmes qui rentrent dans la vie active, je leur donnerais simplement 2 conseils. Le premier, c'est d'être plus dans l'action et moins dans la cognition. Le cadre ne sera jamais parfait. Voilà, le cadre, il n'est pas parfait, il ne le sera pas. Donc, en fait, il faut être dans l'action pour pouvoir un peu titiller ses craintes, ses peurs et aller aussi prendre du risque. Et quand je dis être plus dans l'action et moins dans la cognition, ça veut dire qu'il faut descendre un petit peu de son cerveau et aller chercher les énergies qui se trouvent un peu au niveau du cœur et au niveau du ventre, hein, si je peux m'exprimer ainsi. J'en ai parlé au début de l'interview, c'est l'intuition, c'est cette énergie, cette vibration qui va nous porter et qui va aussi nous donner la possibilité d'aller au-delà de nos peurs. Et puis, le deuxième conseil que je donnerais aux femmes, c'est d'être influençable. Alors, ce que je vous dis est un peu bizarre parce que ce n'est pas ce qu'on entend. Hein. Aujourd'hui, on entend qu'il faut être singulière, qu'il faut aller chercher sa singularité, qu'il faut être qui on est. Alors, bien sûr, on ne va pas jouer un rôle. Hein. D'ailleurs, tous les autres personnages sont déjà pris, donc soyons nous-mêmes, bien évidemment. Mais quand je dis qu'il faut être influençable, ça veut dire qu'il faut s'entourer de personnes qui vont vous nourrir, qui vont vous motiver, vous inspirer. Et ça ne sera pas forcément les mêmes personnes selon l'instant de votre parcours et de votre vie professionnelle. Donc, n'ayez pas peur d'être influençable. Il y a des gens merveilleux autour de vous, des hommes et des femmes. Il faut aller les chercher. Il faut aussi leur donner envie de vous accompagner. C'est aussi une question aussi de séduction parce que vous avez aussi des choses à apporter pour ces personnes-là, être dans l'altruisme. Donc voilà, moins d'action, plus de cognition et soyez influençable. Soyez influençable, moins d'action, plus de cognition, c'est ce que je retiens de vos conseils. Merci encore, Anan. Et je rappelle que nous avons reçu Anan Karmoun, qui est conférencière, consultante en management et performance. Elle est la fondatrice du Cercle Féoménal. Elle est aussi la fondatrice de Brand Me Up Consulting. Merci encore pour cet entretien. C'était un plaisir. À tous qui nous suivent, restez connectés. Les interviews, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Donc, restez connectés pour le mercredi. Nous aurons une autre dirigeante que nous allons recevoir. Merci à tous. Surtout, prenez soin de vous. Merci, Anan. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Belle. C'était aussi un plaisir pour moi. Et puis, merci à tous ceux qui nous suivent. Et bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.